juste 19h sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. E-learning, nous braquons les projecteurs sur ce mode d'enseignement à distance qui a le vent en poupe ces dernières années. Covid oblige, c'est tout le mode d'enseignement qui a été chamboulé. Des cours en ligne qui ont prouvé leur efficacité. Ce soir, immersion dans les coulisses de leur préparation. Dossier santé, en printemps, les allergies prolifèrent. La saison est propice à l'éclosion des plantes sauvages. Au Maroc, nombreux sont ceux qui souffrent de l'allergie au pollen. Alors, quel remède? Réponse de spécialistes dans ce journal. Enfin, de cette édition, immersion au cœur des épreuves de la 3e édition du rallye de Merzouga. Cette année, 30 équipages ont fait le déplacement pour prendre part à cette course sous le signe de la solidarité et de la préservation de l'environnement. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, ce rappel de l'activité royale marquant la semaine. Avant-hier, vendredi, Sa Majesté le roi Mohammed VI a procédé à la commune urbaine Gheznaïa, préfecture de Tanger à Sila, à l'inauguration du centre hospitalier universitaire Mohammed VI, un pôle médical d'excellence qui permettra, grâce à sa faculté de médecine et de pharmacie, de structurer l'offre de soins au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al-Husseima, d'attirer les nouvelles compétences médicales et d'offrir une formation de pointe pour les nouvelles générations de professionnels. Ce centre hospitalier témoigne de l'intérêt particulier accordé par Sa Majesté le Roi au secteur de la santé, à travers notamment le développement des infrastructures hospitalières, le renforcement et l'amélioration des services de santé et le rapprochement des citoyens. Structure de soins de nouvelle génération, le CHU Mohammed VI de Tanger a mobilisé des investissements de plus de 2,4 milliards de dirhams, financés par le budget de l'État et le Fonds qatari pour le développement. Il se veut moderne par son architecture, la qualité de soins qu'elle offre, l'intégration des nouvelles technologies de pointe et par son respect des principes de durabilité et d'efficacité énergétique. Place à présent au décryptage de l'actualité qui a marqué la semaine que nous quittons. Comme tous les dimanches, c'est en compagnie du professeur de droit et politologue Moustapha Sahimi. Professeur, bonsoir. Bonsoir. On commence par le bilan social. À la veille du 1er mai, fête du travail qui intervient cette année dans des circonstances bien particulières, une forte inflation et l'érosion du pouvoir d'achat. Une célébration qui survient quelques jours après le round d'avril du dialogue social entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Quelle conclusion peut-on tirer de ce nouveau round du dialogue social chiffré à près de 9 milliards de dirhams? Il faut être juste et précis. Il y a eu des mesures sociales qui ont été prises par le gouvernement dans le cadre de l'accord du 30 avril 2022. C'est des mesures intéressantes qui intéressent les allocations familiales qui ont été portées à 100 dirhams, qui intéressent la suppression de la catégorie 7 des fonctionnaires et adjoints administratifs, le niveau minimal des salaires de la fonction publique à 3500 dirhams et d'autres mesures. Donc il y a un acquis, vous l'avez dit, c'est une enveloppe de 9 milliards de dirhams. Alors qu'est-ce qui n'est pas fait? Il n'est pas fait, c'est un certain nombre de choses qui sont relevées par les syndicats qui ont eu des réunions avec le chef du gouvernement, vous le savez, lors de la dizaine de jours écoulés. Et ce qui bloque, c'est essentiellement ceci. Il y a la revendication syndicale pour une revalorisation des salaires
Le SMIC a été augmenté de 5% le 1er septembre. Il est prévu une autre augmentation de 5% le 1er septembre de cette année, sous réserve qu'il y ait un accord sur les textes relatifs au Code du travail et droits de grève. Les syndicats vont plus loin maintenant. Ils estiment que 5% c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait 10-12% compte tenu précisément de la détérioration du pouvoir d'achat des citoyens et de l'inflation. Vous le savez, il y a un autre texte qui est en discussion qui n'avance pas sur les libertés syndicales. Et puis, il y a un blocage difficile sur la réforme du système de retraite. Sur ce plan-là, les 5 organisations syndicales ont une position commune, n'acceptent pas les propositions du gouvernement pour ce qui est de l'allongement de l'âge de la retraite à 65 ans, l'augmentation des cotisations et en même temps la diminution des pensions. Et donc nous en sommes là. À propos des pensions précisément, les syndicats demandent, vous savez qu'elles sont plafonnées à 4200 dirhams par la CNSS, quel que soit votre statut, cadre, technicien, etc. Et les syndicats estiment que c'est pas suffisant et que donc il faut déplafonner ce seuil de 4200 dirhams. Il y a aussi des lacunes qui doivent être enjambées et réglées. Je pense le fait qu'il n'y a pas de rapport annuel sur le climat social, c'était prévu par les accords du 30 avril 2022. Il manque aussi un bon fonctionnement des structures régionales et provinciales de dialogue social. Ça fonctionnait un peu, mais pas de manière suffisante. Il manque aussi la création de l'académie de formation qui était prévue et aussi l'observatoire national donc relatif au climat social. Et puis il y a la question de prise et décidée voici un an sur la facilitation du travail des femmes et des travailleurs domestiques, ça n'avance pas beaucoup. Et puis il y a aussi le fait que les conventions collectives piétinent. Savez-vous qu'il n'y en a eu que 12 pour l'année 2022 et 4 pour le premier trimestre. Or, le dialogue social et le climat social, c'est aussi l'élargissement du champ des conventions collectives. Donc nous en sommes là. Il faut s'attendre demain donc à un 1er mai revendicatif avec une forte mobilisation annoncée par les syndicats. Et donc, notamment, pour ce qui est de la hausse des prix et la détérioration du pouvoir d'achat des citoyens. Autre actualité à la une cette semaine, professeur, l'interpellation par le Bureau central d'investigation judiciaire de 13 individus partisans de la soi-disant organisation terroriste État islamique dans des opérations sécuritaires menées dans différentes villes du Maroc. Le Maroc est à l'avant-garde dans la lutte antiterroriste grâce à une approche proactive et multidimensionnelle. Que dit cette nouvelle opération sur ce processus ? Vous me permettez de vous corriger, ce n'est pas une soi-disant organisation terroriste, c'est une organisation terroriste, donc qui s'appelle Daesh, qui est l'État islamique, et donc c'est une réalité sur le terrain. Ce qui est intéressant, c'est d'abord le fait que, suivant le communiqué du BCIJ de jeudi, donc c'est qu'il y a 13 personnes qui ont été interpellées. D'ordinaire, c'est 2, 3, maximum c'est 5, là c'est 13. D'abord, c'est important, c'est le chiffre 13. Ensuite, 13 personnes dans 10 villes. 10 villes et des grandes villes du royaume, Casablanca, Tanger, etc. Et des villes moyennes de Rissani, Mohammedia, Berkane, etc. Donc, la conclusion que j'en tire, c'est qu'il y a une territorialisation nationale de cette mouvance qui, avec ces éléments-là, qui avait donc des plans de terroristes, qui avait prévu des actions terroristes. Il y avait une préparation aux techniques de fabrication d'explosifs qui a été trouvée dans les documents saisis, perquisitionnés. Il y a aussi des repérages qui ont été faits par ces éléments-là. Donc il y a eu une organisation, repérage de sites névralgiques et d'institutions sécuritaires. Nous sommes face à des loups solitaires pris individuellement, comme on dit dans le vocabulaire sécuritaire, mais en même temps, c'est des loups sécuritaires qui ont organisé entre eux des actions concertées. Est-ce qu'il était prévu des actions concomitantes le même jour à travers le royaume? Ça, c'est une question qui va être réglée par les investigations judiciaires. Alors, question peut-être, pourquoi le Maroc? Pourquoi le Maroc? Parce que c'est un rempart.
C'est un rempart dans la région par sa stabilité, c'est un rempart du fait de sa situation géostratégique, carrefour de deux continents, 3 continents, 2 mers, etc., contrôle des toits de Gibraltar. Et puis parce que le Maroc est un contre-modèle par rapport au modèle qui est proposé par les organisations terroristes, un contre-modèle de lutte contre précisément le terrorisme. Je vous rappelle qu'en mai dernier, il y a eu une conférence internationale à Marrakech avec 80 pays sur la lutte antiterroriste contre Daesh. Il y a aussi le fait que le Maroc a un statut de leader pratiquement au niveau international. Il est coprésident du Forum de la lutte contre le terrorisme qui co-préside avec les États-Unis, l'Italie et le Niger, et son mandat a été reconduit pour la 3e fois. Et puis, un dernier point, c'est que le Maroc offre une boîte à outils efficace pour faire face à ces menées terroristes. Laquelle, c'est le souverain qui l'a défini à différentes reprises, il faut une approche holistique, c'est-à-dire globale, impliquant le développement. Il ne faut pas rester dans le strict plan sécuritaire, il faut aller il faut le sécuritaire aussi, mais il faut aller au-delà en incluant des actions de développement, le social, l'habitat, la formation, etc. Et puis, un dernier point aussi, il y a les complicités étrangères dont bénéficient ces groupes terroristes qui sont au Sahel. D'ailleurs, ces éléments-là peuvent projeter d'aller rejoindre le Sahel. Comment est assuré l'approvisionnement des groupes terroristes au Sahel? Les hydrocarbures et l'eau, c'est assuré par le pays voisin, l'Algérie. Il faut que ces choses-là soient dites. C'est important. Il y a également le fait qu'il y a une connexion entre les camps de Tindouf et les éléments armés qui sont les camps de Tindouf et les réseaux terroristes. Je vais vous donner du mouvement séparatiste qui a été tué, l'un en mai 2021 et l'autre en septembre 2021. Le premier, c'est Adnan Abouloualid, donc qui était dirigeant du GIA, qui s'était converti dans le groupe État islamique au Grand Sahara, et l'autre, qui avait un rang plus important, il a été neutralisé par l'opération Barkhane, donc vous le savez au Sahel, et c'est Abouloualid al-Sahraoui, qui est un ancien dirigeant du CIA. Donc voilà les choses qui doivent être dites, et c'est pour ça que le Maroc est particulièrement ciblé, parce qu'il offre un contre-modèle efficace par rapport au modèle terroriste qui est prôné par les uns et les autres. Professeur Simi, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes politologue et professeur de droit. Merci à vous. Parlons à présent digital et pédagogie et focus sur le e-learning, ce mode d'apprentissage à distance favorisé par la crise du Covid-19. Il est aujourd'hui de plus en plus prisé et ses résultats sont très probants, surtout dans les universités. Les étudiants ont accès à titre gratuit à des contenus pédagogiques, des cours filmés par un staff plutôt de grands professionnels. Immersion dans les coulisses de préparation avec Marine Benzkri et Nisrine Azdar. Ils sont tous là, professeurs, techniciens et membres des équipes pédagogiques. Aujourd'hui, ils ont du pain sur la planche. La journée est consacrée à l'enregistrement de plusieurs cours bien scénarisés, toutes filières confondues. Le tout avec des moyens très sophistiqués. Jusqu'à consommation totale de ce lot. Par la suite, les sorties vont être enregistrées au cours du lot qui le suit directement. Bientôt, ces ressources seront mises en ligne gratuitement au profit des étudiants. Et donc, je donne directement aux étudiants les points sur lesquels ils doivent insister dans un axe donné. Aussi, la préparation de ces capsules m'a permis de présenter des capsules définissant des concepts ou encore des théories que l'étudiant ne peut pas apprendre ou ne peut pas assimiler à première vue dans un enseignement présentiel. Mais le point le plus important et le plus important à mon humble avis dans l'enseignement à distance, c'est que ces capsules nous permettent d'expliquer des études de cas que l'étudiant peut revoir à son rythme et à l'aise à n'importe quel moment et quand il veut. Alors pour l'enseignement à distance, nous avons 2 actions phares qui s'intéressent aux 2 composantes de l'université ou de l'enseignement à distance, qui sont les étudiants d'un côté et les enseignants-chercheurs de l'autre. Alors pour les enseignants-chercheurs, nous avons mis en place cet espace d'innovation pédagogique et numérique qui est constitué d'un espace d'accueil, d'espaces de formation et de réunion et d'espaces ou de facilités techniques qui se constituent de studios d'enregistrement, de réalisation et de montage. Dans un monde en pleine mutation, l'université du XXIe siècle se doit d'être une université connectée.
celle d'Ibn Tufayl, mise alors sur le digital. Elle en fait même une véritable force de frappe. Une génération digitale, pour un monde digital, une société digitale. Et nous devons le faire aussi par l'outil digital. Après l'approbation de la formation à distance d'une manière réglementaire aujourd'hui par le ministère du tutelle, nous avons comme objectif d'assurer des enseignements hybrides, c'est-à-dire toutes les matières en présentiel et en distanciel, et ce, pour tous les établissements de l'université et tous ses départements. L'objectif principal du centre, c'est d'accompagner les enseignants dans la digitalisation de leurs cours. Nous commençons d'abord par la partie scénarisation du cours, ensuite la partie préparation des contenus, enregistrement des vidéos pédagogiques, et finalement la phase d'intégration des contenus produits sur la plateforme d'enseignement en ligne pour permettre aux étudiants d'accéder aux différentes ressources qui ont été mises en place par les enseignants. L'importance de l'intégration des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement supérieur n'est plus à démontrer. Le e-learning est au cœur de l'université du 3e millénaire, de vastes champs d'apprentissage et une réelle opportunité pour le développement de l'enseignement supérieur. Le printemps est bien là et qui dit printemps dit retour des allergies. Cette année, le carnaval du pollen commence plus tôt, attisé par une douceur précoce, le nez qui coule, des yeux qui grattent, autant de symptômes qui perturbent le quotidien des personnes allergiques. Alors comment y remédier? Réponse dans ce reportage signé Hassan Mandour, Youssef Mziani et Maria Ouad. Elle examine l'état de ses poumons en mesurant la vitesse de son souffle et le taux d'oxygène présent dans le sang. Puis s'ensuit un examen des sinus et un test cutané pour déterminer quelle est la particule responsable des allergies. Après quoi, toutes les données sont analysées par un algorithme avant que le médecin ne rende son verdict. L'allergie est une réaction de défense immunitaire provoquée par des allergènes. On les trouve surtout dans l'air que l'on respire et dans la nature et les plantes. Il y a des particules de pollen en suspension, de la poussière et des acariens. Toutes ces substances peuvent déclencher ou favoriser une allergie. Je suis venue consulter un allergologue car mes problèmes d'allergie me fatiguent. En hiver, ça allait beaucoup mieux, mais chaque année au printemps, mes problèmes empirent. Rhume des foins, rhinite allergique, démangeaisons, nez bouché ou qui coule et inflammation des yeux sont le lot des personnes souffrant d'allergies saisonnières. Le principal responsable de tous ces maux, le printemps, véritable réservoir d'allergènes en suspens. Je souffre beaucoup en ce moment à cause de mes allergies. À chaque changement de saison, mes symptômes augmentent. J'ai le nez qui coule et je n'arrive pas bien à respirer. C'est pourquoi je consulte régulièrement mon médecin. J'ai des allergies saisonnières en ce moment, la faute au printemps sans doute. J'ai le nez qui gratte, la gorge sèche et les yeux qui larmoient. Pollen et graminées tombées des arbres sont les principaux responsables des allergies saisonnières, tout comme les acariens qui mettent à mal notre système pulmonaire. Pour s'en débarrasser durablement, un traitement de désensibilisation est souvent la solution la plus efficace, tout comme le spray nasal d'eau de mer et les antihistaminiques. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, la garde royale organise du 5 au 7 mai à la carrière hippica à Tétouan le concours officiel de saut d'obstacle 3 étoiles. Les plus éminents cavaliers des clubs équestres nationaux affiliés à la Fédération royale marocaine des sports équestres participeront à cet événement qui connaîtra le déroulement de 19 épreuves, dont le point d'orgue sera le prestigieux Grand Prix de Sa Majesté le roi Mohammed VI prévu le 7 mai. Un match au dénouement funeste. Une supportrice du Raja de Casablanca de 29 ans est décédée hier alors qu'elle se trouvait aux alentours du complexe sportif Mohammed V pour assister au quart de finale retour de la Ligue des champions d'Afrique de football qui a opposé le club casablancais aux Égyptiens d'Al Ahli.
Le décès a été constaté à l'hôpital régional Moulay Youssef. Une enquête a été ouverte par les services concernés sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer les circonstances de l'incident. La 6e édition du Marathon international de Rabat, une édition de tous les records. 3 nouveaux records établis et la domination sans partage des athlètes marocains, ce qui en a fait une édition exceptionnelle à tout point de vue. Les champions marocains ont monopolisé le podium du marathon de la Ville Lumière qui a connu la participation de plus de 23 000 athlètes hommes et femmes dans les courses de marathon et semi-marathon hommes où ils ont réussi à établir des records dans 2 compétitions. Yassine Al-Alami s'est ainsi adjugé la 6e édition du Marathon international de Rabat avec un chrono de 2 h 9 minutes 27 secondes. Al-Alami a été suivi de son compatriote Mustafa Houdadi, tandis que l'Éthiopien Adnan Kebede a complété le podium. Chez les dames, Fatem Zahra Gardadi a remporté cette 6e édition en bouclant la distance en 2 h 25 minutes 3 secondes, décrochant par la même occasion le record de la compétition. Ses compatriotes Rqia Mouqim et Keltsoum Bouessri complètent un podium 100% marocain. Sport toujours, top départ pour la 3e édition du Merzouga Rally, une odyssée à laquelle participent 30 équipages venus des 4 coins du monde, tous sans la même motivation, sensibilisés à la question de l'écologie et à l'inclusion de la population locale. Reportage sur place de Mohamed Rachid avec un récit de Maria Aouad. Ils sont une trentaine de 4x4 à s'élancer sur les routes ensablées de Merzouga. À leur bord, des hommes et des femmes venus des 4 coins du monde. Ils sont prêts à relever le défi du jour, parcourir une distance imposée dans un laps de temps déterminé et sans dépasser 40 km à l'heure. Placée sous le signe du développement durable, cette 3e édition du raid Adventure in Morocco vise à sensibiliser les populations à la question de l'écologie afin de réduire l'empreinte carbone et de favoriser l'inclusion des régions enclavées. Notre circuit se déroule entre Merzouga, Ouzina, Mouli Ali Sherif, Rissani Erfoud pour finir à Merzouga. C'est une organisation 100% marocaine. Notre objectif, la promotion de la région, sensibiliser les gens pour l'environnement et l'inclusion de la population locale. La 3e édition du raid Adventure in Morocco est une course pour l'environnement et un rallye qui se tourne vers la transition écologique du Maroc vers un mode de production décarboné et durable. Alors la raison pour laquelle on est là et on veut participer, c'est que c'est un rallye dont l'organisation est éprouvée, c'est la 3e édition. Et ce qui nous a plu, c'est qu'on a pu venir en famille avec notre fille, ma femme et ma fille, on est tous les 3. C'est à la fois la dimension éco-responsable, une chance extraordinaire de découvrir le Maroc, et c'est un rallye marocain. Ce qui nous a plu dans ce rallye, c'est le côté éco-responsable. La gestion des plastiques, des sacs poubelles qui sont distribués, une gestion du carburant, etc. Donc voilà, le projet nous a séduits et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Des épreuves placées aussi sous le signe de la solidarité. Elles seront clôturées par une action caritative au bénéfice d'une association locale agissant dans la promotion de l'enseignement préscolaire. Avant de clore ce journal, le palmarès de la toute première édition du festival Rabat Doc Africa qui s'est clôturé hier soir. Et c'est la réalisatrice franco-algérienne Leila Cheibi qui glane le grand prix avec son documentaire Gardien du monde. La suite du palmarès en compagnie de Saïd Jassi, Abdelmjid Hilaoui et Zakaria Mouqinbillah. À travers des films documentaires au sujet d'actualité et avec beaucoup de sensibilité artistique, ces réalisateurs africains ont transporté le public à la rencontre de réalités diverses et contrastées. 8 films présentés et autant d'histoires. Et c'est finalement Gardien des mondes de la réalisatrice Leila Cheibi qui s'adjuge le grand prix du festival Rabat Doc Africa. Le prix du jury est attribué au documentaire Le Taxi, le cinéma et moi du réalisateur burkinabé Salam Zampaligré. Le prix universitaire de la créativité est revenu au film Pâques d'été du réalisateur marocain Salem Bilal.
Cette consécration n'est pas seulement personnelle, c'est le résultat des efforts de plusieurs contributeurs, dont le laboratoire du cinéma au Sahara, qui accueille nombre de jeunes des provinces du Sud. Je suis très content de remporter ce prix du jury que je vais ramener chez moi, au pays, au Burkina Faso. Ce pays traverse une période très difficile et je voudrais dédier ce prix à toutes ces personnes déplacées, à tous ces VDP, à tous ces FDS qui se battent pour que le pays retrouve la paix et la quiétude. Grâce à un travail documentaire proche de la société et des dynamiques sociales, les professionnels de l'audiovisuel ont partagé et croisé leurs points de vue. Une première édition à la programmation éclectique, avec des ateliers professionnels, des conférences et des formations. C'était des films qui étaient tous de grande qualité, que je ne peux pas évaluer individuellement. Mais ce que je peux dire, c'est que réunir tous ces films ici, montrer la diversité de la production sur le continent est une chose remarquable. Et on a vu de très beaux films, des films venant de différents horizons, des films qui abordaient différents sujets thématiques. Et c'était vraiment magnifique d'avoir tout cela. Et on espère que l'année prochaine, il y aura encore plus de films. Notre rêve est de faire de Rabat la capitale du film documentaire africain. Le documentaire reflète les conditions sociales. Il est très proche de l'Afrique. Point fort de cette première édition, la signature de la charte de création de la Fédération africaine universitaire des ciné-clubs qui sera basée à Rabat. Une institution qui contribuera à la formation de nouvelles générations d'étudiants et à la diffusion de la culture du film documentaire en Afrique. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.